Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, au cœur d'une affaire très suivie, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Calix Yapo, a été acquitté ce vendredi. La Tchéquée des Lagunes franchit un cap avec l'obtention de l'indication géographique protégée. Plus de détails à suivre. À Conakry, la disparition de Toumba Diakité suscite une vive émotion, ravivant souvenirs et réactions autour d'une figure marquante de l'histoire guinéenne. Ouvrons ce journal par une décision attendue au tribunal du Plateau à Abidjan. Le 27 mars, Yapo Calix, cadre du PDCI RDA, a été acquitté, un procès auquel Fatou Kaloga a assisté. Bienvenue Fatou. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette audience ? On retient de cette dernière audience de Calix Yapo, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, que ce dernier a été acquitté par la justice ivoirienne. Il faut noter que Calix Yapo était accompagné des membres du PDCI RDA et de sa famille. Et pendant le procès, l'ambiance était tendue, angoissante, mais dès l'instant où le président du jury a donné le verdict final, c'était des cris de joie, des chants, jusqu'à la sortie du tribunal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui était reproché à Calix Yapo concrètement ? Il était reproché à Calix Yapo des faits dont la diffamation, le tribalisme, trouble à l'ordre public, alors qu'il dénonçait la décision du Conseil constitutionnel qui annulait les résultats des élections législatives à Toumoudi commune. Donc il a été arrêté le 26 janvier 2026, conduit en garde à vue à la préfecture de police. Puis sa première audience, c'était le 27 février, où le parquet d'Abidjan avait retenu 3 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 000 francs. Et ce 27 mars 2026, on peut le dire, tout est bien qui finit bien. Calix Yapo a été libéré. Merci beaucoup Fatou. Merci. Nous poursuivons ce journal par une triste nouvelle. Jean-Louis Billon est en deuil. Sa mère, Kada Billon, est décédée vendredi matin à Paris à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie selon des sources familiales. Une perte lourde pour l'ancien ministre du Commerce et candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce, messages de soutien et condoléances affluent de personnalités politiques proches et anonymes. Prenons la direction de Yamoussoukro. 3 panels de réflexion sur la gouvernance locale ont animé la deuxième journée du symposium, lesquels le point complet avec Daniel Kodjo. Le développement local est une priorité de ce symposium sur les collectivités territoriales. 3 panels ont rythmé la deuxième journée, chacun apportant un éclairage spécifique. Le premier s'est penché sur la coopération entre collectivités territoriales, levier important pour mutualiser les ressources et partager les bonnes pratiques. Et nous, diplomates, notre rôle, c'est de rapprocher les États, c'est de rapprocher les institutions, c'est aussi de rapprocher les populations à la base. Et ces populations sont représentées par les élus à travers les communes et les régions. En tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, nous travaillons à faire en sorte que nos élus locaux puissent avoir des partenaires en France, afin qu'ils puissent échanger de bonnes pratiques, des expériences, également des ressources, tant humaines que financières. Le deuxième panel a exploré le rôle du Sénat dans l'accompagnement de la décentralisation, mettant en avant les actions concrètes et les perspectives pour soutenir l'autonomie des collectivités. Institutionnellement, est considéré comme l'avocat des collectivités territoriales. Et pour jouer avec ces collectivités territoriales, son vrai rôle, le Sénat a entamé des séances d'évaluation et nous avons visité pratiquement toutes les collectivités territoriales et un rapport synthétique sera fait pour voir quelles sont les difficultés de ces collectivités territoriales, ce qu'elles attendent de l'État et ce qu'elles font de ce que l'État leur octroie. Le troisième a quant à lui dressé l'état des lieux du leadership féminin dans la gouvernance locale, soulignant les avancées, mais aussi les défis à relever pour une meilleure inclusion des femmes
dans les instances décisionnelles. Alors, en termes de défis, je voudrais d'abord commencer par signaler qu'il y a un lien direct entre inclusivité et performance. Parce que dans une collectivité, la décentralisation ne se mesure pas seulement par le transfert des ressources, etc., mais il doit pouvoir se mesurer aussi par la qualité des décisions. Or, si vous n'intégrez pas les femmes dans les décisions, vos décisions deviennent incomplètes et ne reflètent pas la totalité de la réalité. 3 panels, 3 thématiques majeures, mais un objectif commun, renforcer la gouvernance locale pour un développement plus inclusif et durable des territoires. Toujours dans la capitale politique du pays, en marge du symposium sur les collectivités territoriales, les stands d'exposition attirent l'attention entre innovation, échange et opportunités de partenariat au service du développement local. Daniel Kodjo, Déborah Bonou, Samson Oula étaient sur place. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, les stands d'exposition suscitent un intérêt constant. Entre démonstrations et échanges, entreprises et institutions présentent des solutions adaptées aux besoins des collectivités territoriales. C'est un dispositif qui vise à renforcer les capacités techniques des agents des collectivités territoriales, mais également à accompagner le développement local. Parce que ces collectivités, justement, ont pour aussi objectif de contribuer au développement local. Donc notre action vise à contribuer au développement local en accompagnant les collectivités territoriales. Un cadre qui favorise aussi les partenariats directs avec les décideurs locaux. Au niveau du cabinet IMC, nous nous sommes donnés comme mission d'accompagner les collectivités, de les appuyer, de faire le suivi et l'évaluation. Donc le cabinet IMC élabore les plans d'action stratégiques, les plans de formation, le développement personnel. Et pour cela, nous avons une possibilité inédite d'aider les collectivités à obtenir des partenaires financiers. Au-delà de l'exposition, ces espaces illustrent concrètement les enjeux du symposium, rapprocher les acteurs pour mieux répondre aux défis du développement local. Du côté de la gastronomie, l'Attiéké des Lagunes décroche l'indication géographique protégée, une reconnaissance qui valorise un savoir-faire et ouvre de nouvelles perspectives pour la filière. Un reportage de Pierre Tchébi. La Côte d'Ivoire franchit une étape majeure dans la valorisation de ses produits de terroir. L'Attiéké des Lagunes vient d'obtenir le prestigieux label Indication géographique protégée, plus connu sur le sigle IGP. Cette reconnaissance, portée par l'État ivoirien, est le fruit d'un long processus de structuration soutenu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les autorités nationales et l'Agence française de développement. La fierté d'un long chemin parcouru. C'est une profonde émotion et une fierté non dissimulée que je prends la parole aujourd'hui. Ce jour n'est pas seulement une cérémonie marketing, c'est l'aboutissement d'un long voyage, le voyage d'un produit qui, de nos villages lagunaires, a su conquérir le monde par ses caractéristiques uniques, mais qui réclamait justice. Justice de la reconnaissance, justice de la protection et de la valorisation du travail de milliers de femmes. Cette labellisation consacre non seulement un produit emblématique de la gastronomie ivoirienne, mais aussi un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, principalement par les femmes des zones lagunaires. Ce patrimoine culinaire commun symbolise l'identité des peuples du berceau situé au sud-ouest de la lagune des Briers. Désormais labellisé l'Attiéké des Lagunes, il dégage un intérêt général, garantir la pérennité économique de la filière du manioc et l'amélioration des revenus des productrices d'Attiéké en passant de la reconnaissance institutionnelle à la réalisation commerciale. Je forme le vœu que cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère des Attiéké pour l'Attiéké des Lagunes. Une ère de structuration, de visibilité et de prospérité. Vive l'Attiéké des Lagunes, vive la région des Crampons,
Côte d'Ivoire. Grâce à ce label, le produit bénéficie désormais d'une protection officielle et des normes strictes définies dans un cahier des charges. Une avancée qui vise à garantir son authenticité, améliorer sa visibilité sur le marché et renforcer sa valeur économique. L'objectif étant de faire de sorte que nos producteurs, nos productrices, au niveau des villages, au niveau de l'intérieur du pays, puissent avoir un revenu plus substantiel, plus important. Cette cérémonie a pour objectif de faire le lancement de la mise à marché, c'est-à-dire le lancement de toute la stratégie de conquête de nouveaux marchés, de toute la stratégie d'une meilleure vente de l'attiqué. Avec l'attiqué des lagunes, la Côte d'Ivoire a désormais 3 produits labellisés à indication géographique protégée. L'attiqué des lagunes, le pagne baoulé et le café des montagnes des Mans. Parlons sport à présent. San Pedro vibre au rythme du rallye TFRC 2026 lancé jeudi. Pilotes et passionnés s'affrontent pendant 3 jours dans une compétition intense entre vitesse et stratégie. Lucien aussi aux commandes. De la première spéciale longue de 3 km à la seconde de 6 km, les 19 équipages engagés ont rivalisé de talent et de maîtrise, donnant le meilleur d'eux-mêmes sur des pistes particulièrement exigeantes. Un spectacle riche en sensations fortes qui n'a pas laissé indifférentes les populations des villages environnants de San Pedro. Venues assister, certaines spécialement d'Abidjan, elles ont assisté avec enthousiasme à cette compétition automobile. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sport mécanique. Je suis venue aujourd'hui pour le rallye de San Pedro avec mon meilleur ami qui s'y intéresse beaucoup. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu participer à sa passion pour savoir comment ça se passe et tout. Depuis ce matin, je suis très contente. J'ai appris sur beaucoup de modèles de voitures, des fonctionnalités. Et franchement, c'était très divertissant, l'expérience. Parce que le rallye sans poussière, vraiment, je vois qu'il n'y a pas d'importance. Sinon, avant, quand on était petit, ça passait sur le goudron, on voyait passer sur le goudron, mais bon, ça, c'est pas intéressant comme quand il y a la poussière comme ça. Mais tout ne s'est pas déroulé sans difficulté. L'équipage numéro 15 a notamment perdu le contrôle de son véhicule, rappelant les risques inhérents à ce type de compétition. On a perdu les freins, donc au lieu de cogner des voitures, on a préféré prendre le trottoir. Bon voilà. C'est pas grave, pas blessé? Non, ça va. Heureusement qu'on était bien attachés, la voiture était sécurisée. Juste, au lieu de percuter des voitures, on a préféré prendre le terre-plein. Bon, c'est dommage, c'est le rallye, ça arrive. Au final, cette deuxième édition du rallye Team Fana Rally Club s'achève sur une note positive, confirmant son ancrage dans le paysage sportif ivoirien ainsi que son attractivité croissante auprès des populations. Abidjan entre dans l'arène du tennis de table international. Le jeudi 26 mars, le Palais des Sports de Treichville accueille l'Open international de Côte d'Ivoire, un rendez-vous majeur avec des pongistes venus du monde entier. Steve Mandouadja au service. Le tournoi se déroule sur 3 jours au Palais des Sports de Treichville. La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants du ministère des Sports ainsi que plusieurs diplomates, notamment de la Turquie, de l'Allemagne et de la Chine. Après les allocutions, les premiers matchs ont immédiatement été disputés. Plus de 200 athlètes issus de 11 pays prennent part à cette édition, répartis entre seniors, juniors, doubles et vétérans. L'attente principale de ce type d'organisation est d'abord de promouvoir la pratique du tennis de table en Côte d'Ivoire. Ce type d'événement aussi nous donne la possibilité à nos joueurs de se confronter à des athlètes de niveau international. Ça leur permet de se frotter à différents pongistes. Il y a 2 attentes et aussi ce type d'événement permet de renforcer les liens avec nos pays hôtes. Vous avez vu aujourd'hui la présence d'ambassadeurs tels que son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Chine, de Grande-Bretagne, également de Turquie et Allemagne. Donc je pense que c'est des éléments qui participent à la réussite du tournoi. Placée sous le parrainage d'Antoine Nizako, la compétition ambitionne de franchir un cap sur les plans organisationnels et sportifs. Toujours aimé le tennis de table.
Quand Ballot est venu me voir qu'il y avait ceci et cela, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de disponibilité et surtout d'envie d'accompagner cette fédération, comme j'ai toujours accompagné les autres fédérations aussi. La dernière édition doit être meilleure que la première, parce qu'il faut chaque fois progresser dans la vie. Je pense que c'est un début, il y a un engouement réel, puis il faut tirer profit et puis faire le bilan, ne serait-ce que partiel dans un premier temps, et on verra maintenant comment le jeu, je suis en train de regarder maintenant comment les autres jouent. Il ne faut pas faire un engouement sans que les autres jouent mieux que l'année dernière. Les rencontres se poursuivent jusqu'à samedi avec des finales très attendues pour un tournoi en pleine montée en puissance. Poursuivons avec un moment de réflexion spirituelle dans Chemin de foi. À moins de 2 semaines de la fin du carême, comment garder ses bienfaits au quotidien? Le père Conan Jacques nous éclaire au micro de Steve Mandouadja. Comme si vous me demandez comment conserver la grâce de notre baptême. Voilà, parce que le carême a ceci de nous permettre d'être en état de grâce. Le Seigneur lui-même nous dit, pour rester en état de grâce, c'est d'être en tenue de service. Être en tenue de service, c'est continuer à vivre régulièrement les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Et vivre la prière commune en participant régulièrement à l'Eucharistie, en méditant la parole de Dieu et en laissant cette parole continuer à nous transformer tous les jours de notre vie. Que se passe-t-il en dehors de nos frontières? La réponse tout de suite. Une actualité liée au monde des médias. Après Alain Foka, une autre figure historique quitte la Radio France Internationale. Claudie Siard met fin à Couleur Tropicale qu'il animait depuis 1995, comme annoncé par la radio dans un communiqué. Pendant plus de 30 ans, il a fait découvrir la musique afro et caribéenne au public international. RFI prévoit une émission spéciale pour saluer son parcours et accompagner la transition vers de nouveaux formats. Au Bénin, la campagne présidentielle pour le 12 avril a démarré le vendredi 27 mars. Deux duos s'affrontent, celui de Romuald Wadani et de la vice-présidente Mariam Talata, soutenue par la mouvance présidentielle, ceci face à l'opposition modérée. 2 semaines pour convaincre avant un scrutin décisif pour un mandat de 7 ans. Et en Guinée, le commandant Aboubacar Diakité dit Toumba est décédé en détention. La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre. Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, est décédé des suites de complications de santé, selon le communiqué de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Au sein de la famille mortuaire, l'émotion est vive. Les visiteurs se succèdent pour apporter leur soutien à une famille plongée dans la douleur. Prières et recueillement rythment cette journée de deuil. J'ai appris comme ça, comme toute personne, par la presse. Il y a eu un malaise qui a été transporté à l'hôpital Niasli. Il est décédé. C'est ce que je sais. Et c'est ce que tout le monde sait. Là, officiellement, c'est ce qui a été dit. Mais le reste, parce que quand il y a eu le malaise, elle est transportée à l'hôpital. Et comme membre de la famille n'a eu accès à lui. Donc, on a appris comme toute personne, on a vu comme toute personne. Personne n'est venu dans la famille officiellement pour nous informer. C'est une stupéfaction, c'est une grande désolation, c'est une grande perte. Parce que c'est l'espoir d'une famille, l'espoir des millions de personnes, pas qu'en Guinée, mais à travers le monde, qui est parti à jamais. Et donc cette disparition ne peut qu'être une désolation, un remords total. Et voir qu'on croit à une personne et que cette personne disparaisse, ça veut dire l'espoir s'envole à jamais. Et donc sa disparition, en tout cas, c'est une grande perte. Pas que pour la Guinée, mais pour l'humanité, pour le monde, qui s'identifie en lui aujourd'hui à travers le monde. Parce que beaucoup de personnes lui prenaient comme une référence. Et donc la perte d'une référence, c'est une perte de repère pour toute une génération. Dans la soirée du mercredi 26 mars, une délégation dépêchée par le président de la République s'est rendue sur les lieux pour présenter les condoléances de la nation. Nous sommes venus pour exprimer la compassion et la condoléance au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
M. Mamadou Doumbouya, au père biologique de M. Toumba, à sa famille et au peuple de Guinée, et implorer la grâce divine pour que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son éternel paradis. Donc le chef d'État nous a chargé de venir personnellement avec tous les sages de Conakry pour venir exprimer cet esprit solidaire, cette compassion à la famille et s'inquérir les jours, les lieux et la date de l'inhumation afin que la Guinée puisse lui réserver un dernier hommage de prière. Étant un musulman, donc l'ensemble des chefs religieux, des prédicateurs, des imams, et des associations religieuses sont prêts à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Merci au président Doumbouya et au gouvernement pour leur geste envers notre famille. La mort a frappé notre famille. Nous nous remettons à la justice et à la volonté de Dieu seul. Toumba Diakité était l'un des principaux accusés et condamnés pour crimes contre l'humanité liés au massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. La Cour spéciale de Guinée l'avait condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans cet événement tragique. Le 25 mars 2026, il est décédé en détention à l'hôpital militaire du camp Samori Touré après avoir été hospitalisé pour des complications médicales alors qu'il purgeait sa peine. L'ancien aide de camp et chef de la garde présidentielle laisse derrière lui une famille meurtrie, encore sous le choc de cette disparition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.